Bonjour à tous. J'ai récemment vu un discours du milliardaire Nick Hanauer qui dit que le système est cassé et que nous avons besoin d'une mise à jour pour le capitalisme d'aujourd'hui. Au début, j'étais un peu confuse et je me suis dit « Comment un milliardaire peut-il être mécontent du système actuel si ce système est la raison pour laquelle il est devenu si riche ?» Mais après avoir regardé l'intégralité du discours et écouté ses arguments, tout a commencé à prendre sens. Chacun d'entre nous fait partie du système actuel et si vous voulez savoir comment le changer pour le mieux, alors continuez à regarder car je vais résumer les principales leçons. Le fossé de l'inégalité. Aujourd'hui, plus que jamais, les riches deviennent de plus en plus riches. Nick affirme qu'après une carrière de 30 ans dans le capitalisme, la création de nombreuses grandes entreprises, générant des dizaines de milliards de dollars de valeur marchande, il se situe dans le top 0,01% de tous les revenus et les riches capitalistes comme lui n'ont jamais été aussi riches. Comment Nick et d'autres milliardaires ont-ils réussi à s'enrichir jour après jour ? Est-ce parce que les riches sont plus sages financièrement qu'auparavant ? Est-ce parce qu'ils travaillent plus dur qu'avant ? Sont-ils plus grands, plus beaux ? Malheureusement, tout cela est loin d'être vrai. Tout se résume à une seule chose. L'économie. L'auteur affirme qu'il fut un temps où la profession d'économiste travaillait dans l'intérêt général pour tout le monde, mais dans cette nouvelle ère, aujourd'hui, l'économie ne fonctionne bien que pour les grandes entreprises et les milliardaires. Et c'est ce qui crée le principal problème. Au cours des 30 dernières années, rien qu'aux États-Unis, les 1% les plus riches se sont enrichis de 21 000 milliards de dollars, tandis que les 50% les plus pauvres se sont appauvris de 900 milliards de dollars. Un modèle d'inégalité croissante qui s'est largement répété dans le monde entier. Selon Nick, le problème n'est pas qu'il y ait des inégalités de richesse dans le monde. Une certaine inégalité est nécessaire à tout pays capitaliste prospère. Le problème est que l'inégalité des richesses atteint actuellement des sommets historiques et qu'elle s'aggrave chaque jour. Autrefois, un parent qui travaillait pouvait nourrir toute la famille, contracter un prêt hypothécaire, avoir une belle voiture et globalement, la famille pouvait avoir un style de vie prospère. Mais aujourd'hui, les familles moyennes ont du mal à payer les factures quotidiennes et vivent souvent de salaire en salaire. Avec des statistiques stupéfiantes selon lesquelles près de 70% des millennials vivent d'un chèque de paie à l'autre, les économistes préviennent que la seule solution est d'économiser de l'argent. Cependant, nous savons qu'en raison de l'inflation, économiser de l'argent n'est pas la bonne solution. En particulier à l'heure actuelle, nous constatons que l'inflation n'enrichit que les personnes possédant des actifs. De l'autre côté, elle appauvrit les personnes qui ont de l'argent liquide sur leur compte bancaire. Alors, que devons-nous faire en tant que société pour changer cela ? Nick dit que nous avons besoin d'un nouveau système économique. L'économie a été décrite comme une science difficile, et pour une bonne raison. Aujourd'hui, dans les écoles, on enseigne aux élèves que l'économie consiste en des graphiques, des équations et des lois économiques complexes au lieu d'une simple éducation financière. Malgré tout ce qui est enseigné aujourd'hui, ce n'est pas du tout une science, malgré toutes les mathématiques compliquées. En fait, un nombre croissant d'universitaires et de praticiens en sont venus à la conclusion que la théorie économique actuelle est dangereusement erronée et que la crise actuelle, caractérisée par l'augmentation des inégalités et l'instabilité politique croissante, est le résultat direct de décennies de mauvaises théories économiques. Nick affirme que la théorie économique qui l'a rendu si riche est tout simplement fausse, car il s'avère que ce n'est pas le capital qui crée la croissance économique, ce sont les gens. Et ce n'est pas l'intérêt personnel qui favorise le bien public, mais la mutualité. Et ce n'est pas la concurrence qui produit notre prospérité, c'est la coopération. Alors, où avons-nous fait fausse route ? Selon l'auteur, il est devenu évident que les hypothèses des gens ordinaires, mais aussi des économistes, sont objectivement fausses et aggravent la situation. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire ce que l'auteur pense être ses principales hypothèses erronées, puis de décrire d'où vient réellement la prospérité selon la science. Hypothèse numéro 1. Le marché est un système d'équilibre efficace. Imaginez deux enfants sur une balançoire, chacun assis d'un côté opposé et rebondissant chaque fois qu'ils sont proches du sol. Lorsque l'un des enfants est au point le plus haut possible, l'enfant de l'autre côté est au point le plus bas et appuie probablement ses jambes sur le sol.
Le seul moment où les deux enfants sont à la même hauteur est lorsqu'ils sont tous deux au milieu du chemin. Je suis sûre que vous avez également joué à ce jeu avec vos amis. Vous avez essayé de vous arrêter au milieu du chemin et de rester en équilibre aussi longtemps que possible. Mais après quelques secondes, quelque chose s'est produit et l'un de vous s'est levé et l'autre est tombé. Peut-être que le vent a affecté votre jeu ou que l'un d'entre vous a bougé sur son siège, faisant perdre l'équilibre au balancement. Et pourquoi est-ce que je dis tout cela? Qu'est-ce que cela a en commun avec l'économie d'aujourd'hui? Les économistes d'aujourd'hui essaient de jouer le même jeu, mais la seule différence est qu'ils ne le font pas dans la cour de récréation. Ils disent que le marché fonctionne de la même manière que notre balançoire de la cour de récréation. En d'autres termes, ils disent que si un aspect économique monte, l'autre doit baisser, et vice-versa. L'une des hypothèses les plus courantes concernant notre balançoire est que lorsque les salaires augmentent, les emplois doivent également diminuer. Faux. L'auteur raconte une histoire pour prouver que cette affirmation est fausse. Imaginez que vous êtes serveur ou barman dans votre restaurant local et que vous recevez le salaire minimum du pays. Lorsque vous demandez à votre patron de vous payer davantage, il vous dira probablement des choses comme « Si je vous paie plus, mes bénéfices vont baisser puisque mes recettes resteront les mêmes et mes dépenses seront plus élevées. » Ou « Si je vous paie plus, je n'aurai plus d'argent pour le loyer. » Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, l'augmentation des salaires ne supprime pas les emplois, elle en crée davantage. Pourquoi? Parce que si le serveur reçoit un salaire plus élevé, il n'a plus besoin de rentrer chez lui après son travail pour manger des pâtes ou des haricots, mais il peut enfin se permettre d'aller au restaurant. Cela signifie que le secteur de la restauration se développe et non qu'il diminue comme le pensent de nombreux économistes d'aujourd'hui. Hypothèse numéro 2. Le prix d'une chose est toujours égal à sa valeur. Il s'agit probablement de l'hypothèse économique la plus courante que j'entends sans cesse. Cela signifie essentiellement que si vous, en tant qu'ingénieur, gagnez 50 000 $ par an et que quelqu'un d'autre en tant que PDG gagne 50 millions de dollars par an, c'est parce que le PDG produit 1000 fois plus de valeur que vous. C'est une hypothèse très réconfortante si vous êtes un PDG qui se paie 50 millions de dollars par an, mais moins bonne pour la majorité des travailleurs qui reçoivent des salaires de misère. Ou un autre exemple. Pensez-vous vraiment qu'une simple tasse de café de Starbucks a une valeur de 5 $? Je suis sûre que la plupart d'entre vous répondent non. Mais devinez pourquoi beaucoup de gens continuent à acheter ce genre de café. L'auteur affirme que l'hypothèse selon laquelle le prix d'une chose est toujours égal à sa valeur est absurde. Les gens ne sont pas payés en fonction de leur valeur, ils sont payés ce en quoi ils ont le pouvoir de négocier. Et si vous pouvez acheter moins avec un salaire moyen qu'il y a 50 ans, ce n'est pas parce que les travailleurs sont devenus moins productifs, mais parce que les employeurs sont devenus plus puissants. Hypothèse numéro 3, nous sommes des Homo economicus. La troisième hypothèse, et de loin la plus trompeuse, est un modèle comportemental qui décrit les êtres humains comme quelque chose appelé Homo economicus. C'est un terme que j'ai personnellement entendu pour la première fois en écoutant le discours, alors laissez-moi vous le décrire rapidement. Dire que les gens sont des Homo economicus signifie qu'ils sont parfaitement rationnels et font tout pour maximiser leur propre profit. Mais ce n'est heureusement pas vrai, bien que je sache d'où peut provenir cette supposition. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises vous attendent à chaque coin de rue pour s'approprier leur part de votre argent. Nous payons pour tout, et c'est pourquoi les gens pourraient penser que la vie est une question d'argent et que nous sommes des Homo economicus. Mais posez-vous la question suivante. Est-il possible qu'à chaque fois que vous avez fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre pendant toute votre vie, vous n'ayez fait que maximiser votre propre utilité? Est-il possible que, lorsqu'un soldat saute sur une grenade pour défendre ses camarades, il ne fasse que promouvoir ses propres intérêts? Cela semble irréel, et selon les dernières découvertes scientifiques, c'est faux. L'auteur affirme que ce modèle comportemental est scientifiquement faux, car le monde est prospère et la prospérité ne vient pas de l'égoïsme. Si nous, les humains, sommes simplement des maximisateurs égoïstes, alors l'égoïsme est la cause de notre prospérité. Selon cette logique, la cupidité est une bonne chose. Accroître les inégalités est efficace et le seul but de l'entreprise est d'enrichir les actionnaires, car agir autrement nuirait à l'économie. Mais les dernières recherches disent autre chose. Les dernières recherches empiriques, la vraie science, décrivent correctement les êtres humains non pas comme des Homo economicus, mais comme des individus hautement coopératifs. La coopération et non l'égoïsme est la cause de notre prospérité. C'est la surpuissance économique de l'humanité.
L'auteur précise que cette nouvelle économie n'est pas quelque chose qu'il inventerait personnellement. Ces théories et modèles sont développés dans les universités du monde entier sur la base de l'économie, de la psychologie et de nombreuses autres disciplines. Mais si nous n'avons pas encore de nom pour cette nouvelle économie, son explication de l'origine de la prospérité ressemble à ceci. Le marché est basé sur la résolution de problèmes. Le capitalisme de marché est un système évolutif dans lequel la prospérité émerge par une boucle de rétroaction positive entre des quantités croissantes d'innovation et des quantités croissantes de demande des consommateurs. L'innovation est le processus par lequel nous résolvons les problèmes humains. La demande des consommateurs est le mécanisme par lequel le marché sélectionne les innovations utiles. Et plus nous résolvons de problèmes, plus nous devenons prospères. À mesure que nous devenons plus prospères, nos problèmes et nos solutions deviennent plus complexes. Et cette complexité technique croissante exige des niveaux plus élevés de coopération sociale et économique afin de produire les produits plus spécialisés qui définissent une économie moderne. La vieille économie a raison de dire que la concurrence joue un rôle crucial dans le fonctionnement des marchés, mais elle ne voit pas qu'il s'agit en grande partie d'une concurrence entre des groupes hautement coopératifs et non d'une concurrence entre individus. La concurrence entre les entreprises, la concurrence entre les réseaux d'entreprises ou la concurrence entre les nations. L'auteur recommande à toute personne qui envisage de créer une entreprise à l'avenir de constituer une équipe coopérative et talentueuse plutôt que d'essayer de maximiser les profits par elle-même. Alors, comment laisser la vieille économie derrière nous? Comment construire une société plus durable, plus prospère et plus équitable? La nouvelle économie propose 5 règles de base. La première règle est que les économies prospères ne sont pas des jungles, ce sont des jardins. En d'autres termes, les économies, tout comme les jardins, doivent être entretenues pour fonctionner correctement. Bien que le marché soit la plus grande technologie sociale jamais inventée, il créera inévitablement plus de problèmes qu'il n'en résoudra, s'il n'est pas régulé correctement. Le changement climatique ou la grande crise financière de 2008 en sont 2 exemples faciles. La deuxième règle est que l'inclusion des ressources humaines crée la croissance économique. La vieille idée économique selon laquelle l'inclusion est un luxe que l'on peut s'offrir en cas de croissance économique est donc à la fois erronée et rétrograde. L'économie, ce sont les gens. L'inclusion de plus de personnes, de plus de façons, est ce qui provoque la croissance économique dans toutes les conditions de marché. La troisième règle dit que le but de l'entreprise n'est pas seulement d'enrichir les actionnaires. La nouvelle économie doit insister sur le fait que le but de l'entreprise est d'améliorer le bien-être de toutes les parties prenantes, clients, travailleurs, communautés et actionnaires. L'avidité n'est pas une bonne chose. Être avide ne fait pas de vous un capitaliste. Cela fait de vous un sociopathe. Et dans une économie qui dépend tellement de la coopération, la sociopathie est aussi mauvaise pour les affaires que pour la société. La 5e règle dit que, contrairement aux lois de la physique, les lois de l'économie sont un choix. Beaucoup d'entre nous pensent que le système économique dans lequel nous vivons actuellement est une loi naturelle immuable, alors qu'en fait, il n'est fait que de quelques normes sociales et de récits construits sur la base de pseudosciences. Si nous voulons vraiment une économie plus équitable, plus prospère et plus durable, et si nous voulons des démocraties et une société civile qui fonctionnent bien, nous devons avoir une nouvelle économie. Et voici la bonne nouvelle. Si nous voulons une nouvelle économie, tout ce que nous avons à faire est de choisir de l'avoir. C'était mon résumé de TED Talk, The Dirty Secrets of Capitalism. Merci d'avoir regardé